Fort bien. Bonjour jeunes gens. Nous allons essayer de faire un petit projet avec OpenRocket. L'idée, ça va être de partir d'un moteur dédié, enfin décidé, et d'atteindre, on va dire, je sais pas, 300 mètres avec ce moteur. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire des simulations. Donc c'est parti. Tout d'abord, OpenRocket. On va sur n'importe quel navigateur. On tape OpenRocket. On clique sur le premier lien, OpenRocket Simulator. Et on télécharge la dernière version pour Windows. On installe derrière, c'est pas très compliqué, ça se fait bien. Voilà, moi dans la mesure où je l'ai déjà, et ben je vais... Donc, après avoir téléchargé, installé et ouvert le logiciel, nous avons quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. On va faire CTRL-N pour ouvrir une nouvelle page, et nous voilà sur, en gros, ce à quoi OpenRocket ressemble. On va avoir plusieurs étapes dans la simulation d'une fusée. Tout d'abord, on va faire la fusée, genre la modéliser physiquement. Donc, pour ceci, nous avons tous les composants qui se situent là, plus quelques-uns en dessous. Et il faut savoir que chaque composant, chaque type de composant a différentes caractéristiques. Tout d'abord, la première ligne de composants est modélisée aérodynamiquement et en termes de masse sur la partie montée de la fusée, pendant la partie montée, bref. La deuxième ligne, les composants internes ne sont pas du tout modélisés aérodynamiquement, c'est purement massique et inertiel. Et la troisième partie, c'est pour... Alors parachute, banderole, ça va être pour la descente, c'est les seuls trucs qui compteront aérodynamiquement pour la descente, et les deux autres, c'est juste des poids. Voilà, maintenant qu'on sait ça, les étages, on s'en fout, c'est pas des trucs compliqués, donc on va commencer par un cône. Dès qu'on clique sur un composant, on a tout un tas d'options qui s'ouvrent dans une petite fenêtre, et on va les décrire chacune. Donc tout d'abord pour l'ogive, on a le paramètre, en gros la forme un petit peu que ça va être. Si c'est conique, et ben, c'est un triangle. Si c'est ellipsoïde, ça va être une demi-ellipse. Si c'est série hack, ça va être des trucs un petit peu plus spécialisés. On va prendre une ogive pour le début, pour pas se faire chier. On peut régler le paramètre de l'ogive. Voilà, bidule, machin truc, on s'en fiche. Ensuite, on a la longueur de l'ogive, son diamètre, et l'épaisseur de la paroi. C'est pas bien difficile à capter. On va dire que on va garder ces dimensions-là pour le début, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le matériau de la pièce peut être défini ici, on a une base de données. Les masses volumiques sont pas tout le temps les bonnes. Typiquement, ça c'est pas bon, bref. L'intérêt de ça va être d'essayer de prédire le poids de notre pièce. Si on a un peu la masse volumique et en gros la tête que ça aura, on saura vite fait la tête que ça... le poids que ça pèsera. Mais, mettons que je vais mettre de la fibre de verre, l'intérêt de ce truc-là, c'est que on peut forcer une valeur, donc on peut forcer la masse. Une fois que j'aurai construit mon ogive, une fois que je l'aurai imprimé en 3D, une fois que je l'aurai fait en bois, une fois que j'aurai fait en fibre de verre ou n'importe quoi, j'aurai une masse, et donc je forcerai la valeur, et ce sera beaucoup plus pratique que d'essayer d'avoir une espèce d'estimation chelou avec ça. Voilà, voilà. Donc on accepte pour faire notre composant, trop cool, on a une belle ogive. Vient ensuite un tube principal, qu'on appelle en anglais airframe. Je dirais peut-être ce mot-là à la place de tube principal parce que j'ai l'habitude. Bref. Le tube, dès qu'on le crée
De la même manière, on peut déterminer sa longueur. On va mettre un truc 400 au hasard, hein. Son diamètre externe, interne et l'épaisseur. Une fois de plus, la valeur du composant, enfin du matériau, et machin, en sachant qu'on forcera probablement la valeur à la fin, afin d'avoir le truc le plus précis possible. Petit détail, pour les tubes, ici, on va voir cette pièce est un porte-moteur. Nous verrons dans quelques instants pourquoi. Voilà, donc moteur, force et valeur, puis après, c'est pas très intéressant. Donc ça commence à ressembler un peu à une fusée. Mais il faut des ailerons. Oui, des ailerons. Les ailerons, on a 4 types d'ailerons. Globalement, ellipsoïde et tube fins, on va pas y toucher. On va plutôt faire du trapézoïdal ou du forme libre, mais trapézoïdal, ce sera très bien. Donc là, beaucoup plus de paramètres, bien évidemment. Le nombre d'ailerons, on peut en mettre plein, on peut en mettre pas beaucoup, sachant que ça partira en couille. On peut faire varier beaucoup de choses. Mettons qu'on mette une fusée qui est cette tête-là. Le bout de l'aileron, je le préfère un peu plus grand. Je la préfère un peu plus haute. Et le bord d'attaque, un poil plus long. Ça, c'est une jolie tête. Bout de l'aileron, finalement, on va le mettre un peu plus court. Et bord d'attaque un peu plus long. Ça aura l'air plus rapide. Voilà, voilà. Ça, c'est si on fait des jolis chanfreins pour que notre fusée soit plus aérodynamique ou pas. Airfoil, on n'aura jamais ça. On va dire qu'au mieux, on aura arrondi. On regardera au garage quel matériau on a, mais généralement, ça va être du 5 mm. Tac. Et ensuite, avec cet onglet-là, on peut faire varier la position de l'aileron sur la fusée. Voilà, parce qu'on ne le collera peut-être pas au bout, on le collera peut-être un petit peu avant ou un peu après, ça dépendra. Je vais y arriver, hop. 0, on est bon. Rotation, ça on s'en branle, c'est pour faire des ailerons qui sont pas droits et qui font tourner la fusée, c'est pas très intéressant. Une fois de plus, le matériau, on va mettre du tilleul, parce que c'est globalement ce qu'on a. Et patati patata, après c'est pas très intéressant. On peut une fois de plus forcer valeur. Et ici, on va avoir un caractère, un composant un peu important, sur lequel on va revenir juste après. Et je sais même pas si on va revenir juste après, bref. Voilà, là, ça commence à ressembler à une fusée, mais ce n'est pas du tout complet, parce qu'il nous manque encore un certain nombre de composants à l'intérieur, et de différentes caractéristiques. Le moteur que Cosmos fournira, ou on va dire le moteur qui sera utilisé pour cette démonstration-là, ce sera un D9. Qu'est-ce qu'un D9? Bah, c'est un moteur de classe D ayant une poussée moyenne de 9 newtons. Trop cool. C'est génial. Qu'est-ce qu'on en fait? Et bah, je vais vous dire ça tout de suite. On va venir créer un composant interne, juste ici. Paf. Et ce tube, il est au diamètre interne 18, sachant que le D9 a un diamètre externe de 18. Donc, diamètre interne, diamètre externe, 18, paf, parfait, on est bon. Ça rentre parfaitement. Donc là, on a un tube dans lequel on viendra mettre le moteur. Et ce tube, on va le coller dans la fusée. Jusque là, tout va bien. On n'a pas grand-chose à toucher là-dessus. On peut si on veut. Voilà. Sauf que ici, notre tube, il flotte dans l'air. Et ça ne flottera pas dans l'air. Donc il faudra un moyen de l'accrocher. C'est pour ça qu'on va mettre des anneaux de centrage. Tac. Anneaux de centrage, ça va être des pièces généralement en bois. Hop, on va pouvoir prendre du bois ici. Tilleul, parfait. Pareil, 5 mm, comme ce qu'on avait fait avant, parce que ce sera le même bois. Et on va en mettre un au cul, pour tenir l'arrière. Hop. Et on va sélectionner notre truc ici, faire dupliquer. Donc là, on a créé un deuxième anneau, maintenant il faut juste le déplacer. Et donc, on va venir
le mettre plus ou moins au bout de notre tube porte-moteur. Et du coup, notre porte-moteur ne vole plus dans la fusée, c'est pratique. Et on a des anneaux pour l'attacher. Maintenant, de la même manière, l'ogive, là, elle ne tient pas sur le corps, parce qu'elle est juste posée dessus, il faut qu'on puisse la maintenir à l'intérieur. Donc on va pouvoir venir faire un épaulement. L'épaulement, il va être du diamètre intérieur du tube. De mémoire, c'est 46 mm. Pour la longueur d'un épaulement, dans toutes les parties de la fusée, dès qu'on a un épaulement pour joindre deux tubes ou deux pièces, il faut qu'il y ait au moins un calibre de longueur. Qu'est-ce qu'un calibre? Un calibre, c'est un diamètre de la fusée. Paf, donc ici notre diamètre c'est 50 mm, donc un calibre c'est 50 mm. On veut une longueur d'au moins un calibre, donc une longueur d'au moins 50 mm, c'est génial. Et ensuite l'épaisseur, paf, 2 mm, ça dépendra, on verra, on s'en fout. Donc là, la fusée, l'ogive tiendra bien dans le corps, et ça se pètera pas la gueule. Génial, bon, ça commence à avoir pas mal la tête d'une fusée, là. On va pouvoir faire un petit truc, c'est le tube interne. On a dit que c'était un tube porte-moteur, donc on va sélectionner porte-moteur ici. On va pouvoir passer à la partie moteur de ce tutoriel. Pour le moment, on ne sait pas à quelle altitude notre fusée va, on va bien vite le savoir. On a un tube porte-moteur, on va venir créer une nouvelle configuration de moteur. Là, sort une grosse boîte de dialogue avec une foultitude de moteurs. Je pense que les vôtres, il y en aura encore plus parce que moi j'ai décoché pas mal de constructeurs sur le côté qui ne font plus de moteur maintenant. Donc moi je vous conseille de garder Aerotech, Cesaroni et Wear Climat et Climat ici. Parfait. Donc notre moteur, plusieurs façons de le trouver. Déjà on peut réduire à D ici, ou éventuellement on peut réduire à 18 pour avoir les 18 mm du notre D9 dont on a parlé tout à l'heure. Ou sinon, on peut venir taper D9 ici, et on a le D9 Aerotech et le D9 Climat. Nous, on aura le D9 Climat. Paf, là, on a quelques infos sur le D9, avec son impulsion. En gros, l'impulsion, c'est la patate qu'il a. Poussée moyenne, machin, la courbe de poussée, truc bidule. Ok, cool, on accepte. On a notre D9. Génial. Maintenant, on voit qu'on a des résultats ici. Donc on voit 223 mètres. Parfait. La vitesse et l'accélération. Ici, on voit qu'on a la configuration D9 qui est sélectionnée. Génial. Et ma foi, je pense qu'on est à peu près bon. Pour les moteurs, on peut faire plusieurs configurations de moteurs. Donc si on décide que notre moteur, notre fusée pourra aussi voler sur un C6 par exemple, grand classique de climat, et ben on pourra sélectionner le C6 et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, on est bon pour la partie moteur. Maintenant, on va pouvoir ajouter quelques composants dont j'avais pas parlé tout à l'heure, notamment un parachute. Un parachute sera pas beaucoup d'intérêt pour la simulation de la masse parce que c'est des trucs très légers, mais ça va nous permettre de estimer sa taille pour avoir une bonne vitesse de descente. Là, on verra ça dans les simulations dans 2 secondes. La taille, 300 mm, machin bidule. Le matériau, c'est pour juste son poids. Le coefficient de traînée, 0,8. On n'aura pas plus que ça pour nous. Et machin truc, on s'en fout un peu, on veut juste avoir un parachute.
Voilà. Donc, on a un moteur, on a une fusée avec des composants. Maintenant, waouh, on va pouvoir faire une simulation. Donc, dans la simulation, on a nos différentes configurations. On peut modifier la simulation pour faire varier notamment la longueur du rail, qui sera un paramètre très important. Et puis différents trucs, mais ça on s'en fout un peu. Machin bidule, on simule. Donc si on va là, on peut lancer les simulations. Ensuite, dès que c'est vert, ça veut dire que ça a été simulé, c'est bon. Là, on voit qu'on a un petit point d'exclamation parce qu'on a un avertissement. L'avertissement, il nous dit déploiement du système de récupération, donc le parachute, à grande vitesse, 28 mètres secondes. Et oui, c'est louche. En fait, le moteur, ce qui se passe là, c'est que le moteur, il sort le parachute au moment où le moteur s'arrête de pousser. C'est un vrai problème parce que le moment où le moteur s'arrête de pousser, c'est le moment où la fusée est la plus rapide. Si on sort le parachute à ce moment-là, ça ne va pas le faire. Comment on sait que le moteur sort le parachute à ce moment-là? C'est parce qu'il y a marqué un petit 0. On voit D9 0 et C6 0. Ça signifie qu'il y a un délai de 0 secondes après la fin de combustion du moteur pour le déploiement du parachute. Parce que le moteur a une petite charge intégrée qui va sortir le parachute. C'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on regarde dans le délai optimal, optimum delay. Ça va nous donner le temps parfait pour sortir le parachute de manière à ce que l'altitude soit maximisée. On va dans configuration, on double-clique sur notre moteur. Ah, zut. Je fais une petite bêtise. Et on va là-haut regarder dans retard de la charge d'éjection. Donc ça c'est le délai pour l'explosion de la charge d'éjection du parachute. Pour le D9, on voulait 5 secondes. Donc on prend 5 secondes. Hop, on accepte. Et on revient ici, on n'a plus d'avertissement, parce qu'il n'y a plus de problème. On voulait un délai de 4,95 secondes, là on est bon. On a notre vitesse de déploiement, notre apogée, et différentes choses. On peut venir double-cliquer là-dessus et tracer le vol. Donc on voit en bleu l'altitude, donc ça monte, ça arrive à l'apogée. Il y a un parachute qui sort, ça descend à vitesse constante. Tac. Ensuite, ici, on a la vitesse. Hop, ça accélère jusqu'à la fin de combustion du moteur. À la fin de combustion du moteur, elle est plus rapide. Puis après, elle fait que décélérer. On a la courbe de poussée qui apparaît là sur l'accélération. L'accélération qui dépend de la vitesse, donc qui sera très grande, enfin très négative à la fin de combustion du moteur et qui diminuera après. Et voilà, on peut tracer beaucoup de choses. Je vous laisserai regarder, mais il y a vraiment beaucoup de paramètres à tracer. C'est très intéressant. On peut les exporter en CSV s'il faut. Voilà, il y a plein de trucs à noter. C'est fort intéressant. Voilà pour ce qui est de la partie simulation. Maintenant, nous allons aborder un point un petit peu différent. On voulait que notre fusée atteigne les 300 mètres avec un D9. Donc on a un D9, on va atteindre 300 mètres. Il va falloir qu'on travaille un petit peu sur l'optimisation. Donc, différentes choses à optimiser pour une fusée. Tout d'abord, sa masse. On veut qu'elle soit construite plus légèrement. Ensuite, sa traînée. Il faut qu'elle soit plus profilée, il faut qu'elle soit plus petite afin d'avoir moins de surface de résistance au vent. Donc on a quelques paramètres comme ça. Ensuite, il y aura différents trucs un petit peu plus élaborés et complexes, mais on n'en parlera pas ici. Tout d'abord,
première chose à regarder, est-ce que nos composants sont suffisamment légers? On va regarder par exemple sur l'ogive, on va se dire 2 mm de fibre de verre, c'est énorme, donc on va réduire à 1 mm. Donc l'ogive sera plus légère, et on voit ici, hop, on a pris des mètres. Si on est, là on est à 246 mètres avec 1 mm, on augmente à 2 mm, on a 213 mètres. Donc c'est chouette, on a pris de l'altitude avec ça, c'est parfait. On accepte. Maintenant on va se dire, on va essayer de réduire la masse du tube, parce qu'il est très grand. Donc on va essayer de trouver un carton plus fin. Ça dépendra pas mal de ce qu'on trouve dans le garage. Mais par exemple, si on se dit, je veux un carton de 1 mm, et ben notre masse, elle est beaucoup réduite, et donc on est presque à 300 mètres. C'est parfait. Ça avance bien. Maintenant qu'on a bien réduit la masse, on va essayer de réduire un petit peu la traînée. Donc nos ailerons là, on peut peut-être réduire un petit peu la hauteur des ailerons pour essayer de faire en sorte qu'ils soient moins de traînée, quoi. C'est pas le bon. Je voulais réduire celui-là. Si on les réduit à 25, ils sont beaucoup plus aérodynamiques, mais on observe un problème dont il faut vraiment qu'on parle, c'est la stabilité. Pourquoi est-ce que là on est à 50 mètres alors qu'il y a moins de traînée que là où on a plus de traînée mais on a 300 mètres? C'est parce que notre fusée n'est plus stable. Si on passe à 25 mètres, on va avoir un problème de stabilité. Comment est-ce qu'on sait si notre fusée va être stable dans les vraies conditions ou pas? On va voir ça tout de suite. Sur notre fusée là, on a deux petits éléments, le point rouge et le point bleu et blanc. Le point bleu et blanc correspond au centre de gravité. C'est le centre de gravité, voilà, je vous apprends rien. Et le point rouge, c'est le centre de pression aérodynamique. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, si on le tient par là et qu'on le met dans le vent, la fusée ne bougera pas. Ça fera pas comme une girouette. Il y aura pas un truc qui ira plus loin que l'autre, quoi. Enfin, qui tournera plus que l'autre. C'est là où s'égalisent en gros les forces de traînée. L'idée, c'est qu'on veut que le point rouge soit derrière le point bleu. Quand on dit derrière, c'est vers le bas de la fusée. Donc on veut que ce point rouge-là soit par là. Ici, on a la distance entre le nez et le point bleu. Et là, on a la distance entre le nez et le point rouge. Au-dessus, on a marqué la stabilité. Vous, votre stabilité, elle sera probablement en calibre. Il faudrait venir dans modifier, préférence, unité, et mettre la stabilité en pourcent. Les pourcentages, on peut aussi faire en calibre. Donc les calibres, c'est les diamètres de fusée dont je vous parlais là. Mais les pourcentages, c'est un petit peu plus robuste comme méthode. Donc on va garder les pourcents. Et ce sera très bien. Donc la règle un petit peu empirique qu'il faut appliquer pour notre fusée, c'est qu'on veut que la stabilité là, donc la distance entre les deux centres, soit entre 8 et 18%. C'est des pourcents de quoi? C'est des pourcents de la longueur totale de la fusée. Donc ici on est à moins 2%, ça ne va pas du tout. Donc on va augmenter à 35 mm et on est à 7%. 7%, c'est pas assez, il nous faut au moins 8% afin d'être sûr que la fusée ne décidera pas de faire des pirouettes quand elle sera, s'il y a un peu de vent ou de trucs dans le genre. Donc on va augmenter encore un petit peu. On va se dire, je vais mettre du 40 mm. Et là, on est quasiment à 10%, donc c'est parfait. Mais notre altitude a réduit. Mais il faut encore qu'on aille au-delà des... qu'on valide la stabilité.
Donc on va essayer de faire autre chose. On va regarder un petit peu si on augmente la longueur du bord d'attaque. On voit que la stabilité diminue. C'est bizarre. C'est très bizarre. Pas de raison. Bref. Ok, chelou. Les aléas du direct. Ok. Voilà. On va essayer sinon de modifier le nez de la fusée. Peut-être que si on le fait moins long, et bon, on ira plus haut parce qu'il est plus lourd, il est moins lourd. Alors, il sera peut-être un peu moins aérodynamique, mais le gain de poids compense la perte de masse. La perte de l'augmentation de traînée, je vais y arriver. Notre tube, peut-être qu'en fait il est très grand et que ça sert à rien d'avoir un tube si grand. Donc, on va mettre un tube de 300 mm. Et on voit qu'on est à 315 mètres. Donc là, c'est validé. Mais, on est à 7,2% de stabilité. Ça ne va pas. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu la taille de nos ailerons. On va mettre une hauteur de 42. On est à 8%. Alors on frôle un petit peu et puis là on a encore un peu de marge. Donc on va essayer de mettre 45. Parfait, 9% et 307 mètres. Donc là, on est vachement mieux. Parfait. Donc on a une fusée de 150 grammes avec le moteur, avec un parachute, un aileron, enfin des ailerons, un nez, tout ça, qui est prévu d'aller à 100 mètres par seconde, à peu de choses près, et plus de 300 mètres. On peut faire des simulations, on vérifie que c'est bien lancé. On peut regarder tout un tas de trucs dessus. Maintenant, on a des dimensions des ailerons, donc on pourra les transmettre, les mettre sur un papier et découper des formes dans le bois afin de faire nos ailerons. On a une forme d'ogive, donc on pourra faire ça sur un logiciel de CAO, l'imprimer en 3D, ou faire un moule en polystyrène par exemple, et puis mettre de la fibre de verre au-dessus, ou la tourner au bois, ou des trucs dans le genre, mais il faut que ça reste globalement dans la même masse, parce que si on change la masse, on va changer notre altitude et tout ça, et donc ça sera le bazar. On a un moteur, on a tout un tas de choses. Et voilà, globalement. Il faut bien comprendre que la relation entre le CG et le CP est vraiment primordiale. Il y a plein de façons de l'améliorer. On peut soit mettre des plus grands ailerons afin de reculer le centre de pression aérodynamique vers l'arrière. On peut mettre du poids à l'avant afin d'avancer le centre de gravité. Il y a plein de choses à prendre en compte, sachant qu'aussi, pendant la construction de la fusée, on va mettre de la colle pour coller le tube porte-moteur aux anneaux, et les anneaux au tube principal, et les ailerons sur le tube principal, tout ça, donc on va mettre du poids à l'arrière, donc on va venir reculer notre centre de gravité, ce qui est pas cool. Et puis après, il y aura plein de choses. On peut aussi prendre en compte l'état de surface de la fusée. Donc si on dit que on va même pas la peindre, ben, on va voir que notre altitude va réduire un tout petit peu parce que mais réduire beaucoup même si elle n'est pas du tout peinte. Parce que c'est plus de traîner sur parce que l'état de surface est moins bon. Mais si on décide de faire une peinture nickel chrome, et ben on va augmenter l'altitude parce qu'on se sera fait chier à poncer pendant des heures pour avoir un rendu génial. Voilà. Machin bidule. Un truc à checker sur la simulation. Non, plusieurs trucs à checker sur la simulation. Tout d'abord, on va passer sur un nouveau point là, c'est les points un peu sécu. Donc la stabilité, c'est primordial. Vérifier que la fusée parte pas en couille, ne fasse pas des loopings. Mais un petit problème, c'est que pour que ce soit stable, les ailerons, ils ont besoin de vitesse. Si vous allez dans les paramètres des simulations, vous
Vous verrez que la stabilité, là, elle est calculée pour 100 mètres secondes, mais il faut qu'il y ait ces 100 mètres secondes. Donc, il faut que la fusée ait de la vitesse. Au début de son vol, la fusée, elle est guidée par un rail, donc là, elle n'a pas de problème de stabilité, mais il faut que dès qu'elle sorte du rail, elle soit suffisamment rapide pour ne pas avoir de problème avec le vent. Il faut qu'elle soit suffisamment rapide pour que ses ailerons fonctionnent, en gros, avec le vent. Comment est-ce qu'on sait si elle est suffisamment rapide? On va dans les simulations, on regarde la colonne vitesse en sortie de rampe, tac, et on voit qu'on est à 20 mètres secondes. Ok, trop cool, c'est super, je suis trop heureux. Quelle est la vitesse minimale pour que ce soit stable? On veut au moins, en gros, 20 mètres secondes pour être sûr que ce soit stable. Il faut qu'en sortie de rampe, la fusée soit à 20 mètres secondes. C'est là qu'intervient la longueur du rail, parce que si le rail est très long, la fusée elle aura le temps de prendre plein de vitesse sur le rail, donc elle sortira plus stable. Si le rail est très court, on aura des problèmes. Bref. La vitesse en sortie de rampe, c'est très important. Une chose, un deuxième critère qui peut nous aider pour la stabilité au début du vol, ça va être le rapport poids-puissance. On veut absolument une fusée qui a un rapport poids-puissance, enfin un rapport plutôt puissance-poids supérieur à 5. Il faut que la poussée du moteur soit supérieure à 5. Soit supérieure à 5 fois le poids. Notre poussée, c'est 9 newtons, donc 900 grammes. Notre masse avec les moteurs, c'est 155 grammes. Donc là, on est à, en gros, 6 fois le... On a un rapport puissance-poids de 6. Donc il n'y a pas de problème, on est bon. Et de fait, quand on regarde la vitesse en sortie de rampe, on est à 22 mètres secondes, on est largement bon. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Dernier petit truc à regarder, je crois, la vitesse à l'atterrissage. Très important parce qu'on n'a pas envie de tuer les personnes qui sont en dessous. Il faut que le parachute ramène la fusée à une vitesse correcte. Qu'est-ce qu'une vitesse correcte? Une vitesse où on ne casse pas sa fusée notamment. Ça va être en gros 4 à 5 mètres secondes. 5 mètres secondes, ça commence à faire un peu vite, hein, c'est une quinzaine de kilomètres heure. Donc on va viser en gros 4 mètres secondes. On voit ce paramètre dans la colonne vitesse à l'atterrissage. Là, on est à 6 mètres secondes, donc c'est un peu trop rapide, on va casser notre fusée, nos ailerons, là, ils vont pas aimer. Donc il faut qu'on aille plus lentement. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va regarder dans le parachute. On va augmenter un petit peu le diamètre du parachute. Et là, on voit qu'on est à 4,32 mètres secondes. Paf. Donc on est bon, 4,27 pardon. On va voir Ferdinand, on lui dit ouais, est-ce que je peux avoir un parachute de 450 mm? Et Ferdinand il vous file un parachute de 450 mm et on casse pas la fusée et tout va bien. Voilà, voilà. Je pense que j'ai à peu de choses près tout dit pour les bases de OpenRocket. On aura quelques petits trucs à ajouter forcément en plus. Par exemple, le moteur, là il est juste dans un tube, il faut qu'il puisse transmettre sa poussée à la fusée. Donc il y a plusieurs méthodes. Soit on met une bague rétention moteur. Cette bague rétention moteur, elle va se trouver à l'avant. Elle va se trouver à l'avant du tube porte-moteur. Et en gros, ce sera une espèce d'épaulement contre lequel le moteur va venir buter. Et donc il ne pourra pas avancer. On va juste augmenter ça un tout petit peu. Voilà. Donc en gros, le moteur, il va venir en buter contre cette petit épaulement là. Et il ne pourra pas avancer, il pourra transmettre sa poussée à la fusée. Sinon, on peut mettre du scotch à l'arrière pour faire une espèce d'épaulement sur le moteur pour que ça s'empêche. Enfin, il y a différentes méthodes, ça on détaillera ça dans un autre épisode, n'est-ce pas? On peut mettre des composants de masse aussi, par exemple dans notre fusée, il y aura un composant qui sera un petit peu obligatoire, ça va être un altimètre, afin de vérifier les fusées différentes, enfin les altitudes des différentes fusées. Donc on pourra mettre un composant de masse. En gros, il y aura une trentaine de grammes d'altimètre, altimeter, voilà. Et on le mettra probablement
dans le nez. Alors voilà, les dimensions, ça change pas grand-chose, hein, c'est juste pour le centre de gravité. Mais en gros, les dimensions, ça change pas grand-chose. Là, on peut voir, par exemple, que notre altitude a drastiquement réduit, mais la stabilité aussi, parce qu'on a mis du poids à l'avant, donc le centre de gravité remonte, et donc, hop, on va pouvoir réduire nos ailerons. Si on remet 35, on est à 10%, on a encore de la marge. Et on est à 296 mètres, donc il faut qu'on fasse encore un petit peu. Si on réduit le bout de l'aileron, 300 mètres, et en plus on est à 11% et demi, c'est nickel. On va peut-être même encore le réduire. 304 mètres. Bref, il y a plein de façons. Globalement, sur la forme des ailerons, la forme aura très peu d'impact. Il faut une forme qui vous paraisse jolie et que ça valide la stabilité. Après, ça change pas grand-chose. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez mettre 3 ailerons, mais du coup, pour avoir la même stabilité, il faut qu'il soit un petit peu plus grand. On a un aileron de moins, donc il y a moins de traînée, mais il faut qu'il soit un petit peu plus grand. Et donc, voilà, il y a plein de considérations comme ça, afin d'optimiser sa fusée. On ne cherche pas à faire des optimisations de zinzin non plus. On peut faire des trucs très marrants, mais bref, voilà, j'en parlerai plus tard. L'idée, c'est surtout que ça fonctionne et que ce soit stable. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pense qu'on a fait le tour.